Le 8 octobre 1975, vers 16 heures, Virginie Legrand quitte l'appartement familial du quartier Sablon à Metz. Elle porte un manteau beige, un jean délavé et des bottines marron usées. Sa mère la regarde partir depuis la fenêtre du deuxième étage. Virginie doit rejoindre une amie quelques rues plus loin. Le trajet prend 10 minutes à pied. Elle ne reviendra jamais. À 19 heures, sa mère appelle la famille, puis les voisins. À 20 heures, elle téléphone à la police. L'enquête démarre immédiatement. Les gendarmes interrogent la famille, les commerçants, les habitants du quartier. Personne n'a rien vu d'inhabituel. L'amie que Virginie devait retrouver confirme qu'elle n'est jamais arrivée. Aucun témoin ne se manifeste. Aucun élément matériel n'est découvert sur le parcours supposé. Les jours passent. Les semaines passent. Les recherches s'intensifient, puis s'essoufflent. Le dossier est classé en 1976. Virginie Legrand devient un nom dans les archives. Un visage sur une vieille photo jaunie. 20 ans plus tard, en avril 1995, une femme est admise dans un hôpital de Clermont-Ferrand. Elle est désorientée, incapable de donner son identité réelle. Elle porte un nom qu'elle ne reconnaît pas elle-même. Les médecins découvrent des incohérences dans ses déclarations. Une empreinte digitale révèle la vérité. Cette femme s'appelle Virginie Legrand. Elle avait disparu à Metz en 1975. Elle avait 23 ans. Aujourd'hui, elle en a 43. Et elle ne sait pas ce qui s'est passé entre ces deux dates. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose. Prenez un instant pour m'écrire en commentaire. Dans quelle ville vous trouvez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'aime savoir d'où viennent ceux qui écoutent ces histoires. Si vous appréciez ce genre de récit, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu. Cela m'aide énormément à continuer ce travail et à vous proposer de nouvelles affaires. Maintenant, revenons à notre histoire et découvrons ce qui s'est vraiment passé à Metz en octobre 1975. Virginie Legrand est née le 12 mars 1952 à Metz. Elle grandit dans une famille modeste du quartier Sablon. Son père, Daniel Legrand, travaille comme mécanicien dans un garage municipal. Sa mère, Catherine, est employée dans une boulangerie industrielle. Virginie a un frère cadet, Stéphane, né en 1958. La famille vit dans un immeuble de 4 étages, rue de la Grange aux Bois. L'appartement est petit, mais bien tenu. Virginie est décrite comme une jeune femme discrète, travailleuse, sans histoire. Elle suit une formation de secrétaire et enchaîne quelques emplois temporaires dans des bureaux locaux. En octobre 1975, Virginie travaille pour une petite entreprise d'import-export située près de la gare de Metz. Elle tape des courriers, classe des factures, répond au téléphone. Son contrat est en CDD, renouvelable. Elle ne se plaint pas. Elle n'exprime aucune inquiétude particulière à ses proches. Elle mène une vie simple. Travail, maison, quelques sorties avec des amis. Aucun petit ami connu. Aucun conflit familial. Aucun signe de détresse psychologique. Le 8 octobre, elle termine sa journée normalement. Elle rentre chez elle vers 15h30. Elle se change, discute brièvement avec sa mère, puis annonce qu'elle sort voir son amie Isabelle. Isabelle Fournier habite à 7 rue de là, dans un immeuble similaire. Les deux jeunes femmes se connaissent depuis le lycée. Elles se voient régulièrement, surtout le mercredi après-midi, jour de repos pour Virginie. Ce 8 octobre est un mercredi. Isabelle attend Virginie vers 16h30. Elle prépare du café. Elle installe 2 tasses sur la table basse du salon. 16h30 passe. 17h passe. Isabelle suppose un imprévu. Elle ne s'inquiète pas immédiatement. Mais à 18h, elle commence à trouver l'absence étrange. Elle téléphone chez les Legrand. Catherine décroche. Isabelle demande si Virginie est encore là. Catherine répond que sa fille est partie depuis plus de 2 heures. Les deux femmes raccrochent. Catherine tente de rester calme. Peut-être Virginie a-t-elle fait un détour. Peut-être a-t-elle croisé quelqu'un. À 18h30, Catherine appelle de nouveau Isabelle.
Virginie n'est toujours pas arrivée. À 19h, Daniel rentre du travail. Catherine lui explique la situation. Ils téléphonent aux autres membres de la famille, puis aux voisins. Personne n'a vu Virginie. À 20h, Daniel se rend au commissariat. Il porte une photo récente de sa fille. Il décrit ses vêtements, son trajet habituel. Les policiers enregistrent la déclaration. Il rassure le père. Souvent, les personnes disparues reviennent d'elles-mêmes dans les heures suivantes. Mais Virginie ne revient pas. Le lendemain matin, les gendarmes lancent les premières recherches. Ils interrogent les commerçants du quartier Sablon. Ils questionnent les chauffeurs de bus, les passants habituels, les livreurs. Personne ne se souvient avoir vu Virginie la veille après-midi. Les enquêteurs reconstituent mentalement le trajet. Environ 10 minutes à pied, en ligne droite, par des rues résidentielles peu fréquentées. Aucun lieu isolé, aucun passage dangereux, aucun chantier en cours. Les gendarmes fouillent les caves, les parkings, les terrains vagues alentours. Ils ne trouvent rien, aucun vêtement abandonné, aucun objet personnel, aucun indice matériel. Virginie Legrand a disparu sans laisser de traces. L'enquête prend rapidement de l'ampleur. Les gendarmes mobilisent des équipes supplémentaires. Ils interrogent systématiquement tous les habitants des immeubles situés sur le trajet théorique de Virginie. Certains témoins affirment avoir vu une jeune femme correspondant à sa description, mais les horaires ne coïncident pas. D'autres mentionnent une camionnette blanche garée dans une rue adjacente, mais aucun élément ne permet de l'identifier formellement. Les déclarations se contredisent. Les souvenirs se mélangent. Aucune piste solide n'émerge. Les gendarmes fouillent également les bords de la Moselle, les parcs, les zones boisées proches du quartier. Ils n'y découvrent rien. La famille Legrand organise des battues avec l'aide de voisins et de bénévoles. Des dizaines de personnes ratissent les environs, appellent le prénom de Virginie, inspectent chaque recoin. Les médias locaux relaient l'affaire. La photo de Virginie apparaît dans le journal régional. Une ligne téléphonique est ouverte pour recueillir les témoignages. Les appels affluent, mais la plupart ne mènent nulle part. Certains signalent avoir aperçu une jeune femme ressemblant à Virginie dans une gare, dans un café, dans un autocar. Les gendarmes vérifient chaque signalement. Tous se révèlent infructueux. Virginie reste introuvable. Les enquêteurs s'intéressent ensuite à l'entourage de Virginie. Ils interrogent ses collègues de travail. Tous décrivent une employée sérieuse, ponctuelle, sans problème particulier. Aucun conflit avec un supérieur. Aucune tension avec un collègue. Virginie ne mentionnait jamais de difficultés personnelles. Elle ne semblait pas préoccupée. Elle ne parlait pas d'un projet de départ, d'un voyage, d'un rendez-vous secret. Les gendarmes questionnent également ses amis proches. Elle confirme le portrait dressé par les collègues. Virginie était réservée, stable, sans histoire. Elle ne fréquentait personne de suspect. Elle ne sortait pas dans des lieux inconnus. Elle menait une vie ordinaire. Les enquêteurs explorent ensuite l'hypothèse d'une fugue volontaire. Ils vérifient les comptes bancaires de Virginie. Aucun retrait inhabituel n'a été effectué avant sa disparition. Son livret d'épargne n'a pas été touché. Ses affaires personnelles sont toutes restées dans sa chambre. Vêtements, bijoux, documents administratifs, objets sentimentaux. Rien ne manque, hormis le manteau beige qu'elle portait ce jour-là. Les gendarmes concluent rapidement que Virginie n'a pas préparé son départ. Si elle a quitté Metz, ce n'était pas de son plein gré. Mais alors, que s'est-il passé entre son domicile et celui d'Isabelle? Comment une jeune femme peut-elle disparaître en plein jour, dans un quartier résidentiel, sans témoin, sans trace, sans explication? Les semaines passent, les recherches se poursuivent, mais l'intensité diminue. Les gendarmes manquent d'éléments concrets pour orienter l'enquête. Ils n'ont ni suspect, ni mobile, ni scène de crime. Ils n'ont que des hypothèses fragiles et des témoignages contradictoires. La famille Legrand refuse d'abandonner. Daniel et Catherine multiplient les appels aux autorités. Ils diffusent des avis de recherche dans toute la région.
Il contacte des associations spécialisées dans les disparitions. Mais les mois passent. 1975 laisse place à 1976. Les gendarmes classent progressivement le dossier. Ils n'ont plus de pistes actives à suivre. Virginie Legrand devient un nom dans les archives. Une affaire non résolue parmi tant d'autres. Pour la famille, le cauchemar continue. Daniel et Catherine vivent dans l'incertitude permanente. Ils ne savent pas si leur fille est vivante ou morte. Ils ne savent pas si elle a été enlevée, séquestrée, tuée. Ils ne savent rien. Stéphane, le frère cadet, grandit dans l'ombre de cette disparition. Il voit ses parents vieillir sous le poids de l'absence. Il entend les conversations à voix basse, les pleurs étouffés, les espoirs déçus. La vie de la famille Legrand bascule. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque moment de joie est teinté de tristesse. Virginie est partout et nulle part. Son absence occupe toute la place. Les années passent. 1980, 1985, 1990. La famille continue d'espérer, mais l'espoir s'amenuise. Daniel et Catherine vieillissent. Stéphane fonde sa propre famille. Isabelle Fournier déménage à Nancy. Les voisins qui se souvenaient de Virginie disparaissent peu à peu. Le quartier change. De nouveaux habitants s'installent. Le nom de Virginie Legrand ne dit plus rien à personne. L'affaire devient un lointain souvenir, une histoire racontée parfois lors de discussions sur les mystères locaux. Mais dans le cœur de Catherine et Daniel, la douleur reste intacte. Ils n'ont jamais fait leur deuil. Comment faire le deuil de quelqu'un dont on ignore le sort? En avril 1995, 20 ans après la disparition, un appel téléphonique bouleverse tout. Les gendarmes de Metz reçoivent un message de l'hôpital Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand. Une femme hospitalisée depuis plusieurs jours a été identifiée grâce à ses empreintes digitales. Elle s'appelle Virginie Legrand. Elle correspond au signalement d'une disparue de 1975. Les gendarmes restent d'abord incrédules. Ils vérifient les informations. Ils consultent les archives. Ils confirment. Il s'agit bien de Virginie Legrand, disparue à Metz le 8 octobre 1975. Elle est vivante. Elle a 43 ans et elle vient de réapparaître à plus de 500 km de chez elle. Les gendarmes contactent immédiatement la famille. Catherine décroche. Elle écoute en silence. Elle ne comprend pas tout de suite. Puis, elle éclate en sanglots. Daniel prend le combiné. Il pose 1000 questions. Les gendarmes n'ont pas toutes les réponses. Ils savent seulement que Virginie est hospitalisée, qu'elle est désorientée, qu'elle utilise un faux nom, qu'elle ne semble pas se souvenir clairement de son passé. Daniel et Catherine prennent immédiatement la route pour Clermont-Ferrand. Stéphane les accompagne. Le trajet dure plus de 6 heures. Il ne parle presque pas. Il n'arrive pas à réaliser. Après 20 ans d'absence, après 20 ans d'angoisse, Virginie est vivante. Mais dans quel état? Et que s'est-il passé durant toutes ces années? À l'hôpital Gabriel-Montpied, Virginie est allongée dans une chambre du service de psychiatrie. Elle porte une chemise d'hôpital blanche. Ses cheveux sont courts, grisonnants. Son visage est marqué par la fatigue et l'âge. Lorsque Catherine, Daniel et Stéphane entrent dans la chambre, elle lève les yeux vers eux. Elle les observe en silence. Aucune émotion ne traverse son regard. Catherine s'approche doucement. Elle murmure le prénom de sa fille. Virginie ne réagit pas immédiatement. Puis, elle hoche légèrement la tête. Elle semble reconnaître vaguement ses visages, mais sans certitude. Catherine fond en larmes. Daniel s'assoit près du lit. Il prend la main de Virginie. Les médecins expliquent la situation à la famille. Virginie a été amenée aux urgences 3 jours plus tôt par les pompiers. Elle errait dans les rues de Clermont-Ferrand, visiblement perdue, incapable de donner son adresse. Elle portait des vêtements usés, sans papier d'identité. Elle répétait un nom qui n'était pas le sien. Les médecins ont d'abord suspecté une amnésie post-traumatique. Ils ont effectué des examens médicaux, puis ont relevé ses empreintes digitales pour tenter de l'identifier.
Les empreintes ont remonté dans le fichier national. Le résultat a été immédiat. Virginie Legrand, disparue en 1975 à Metz. Les médecins ont contacté les gendarmes. Virginie ne parle presque pas. Lorsqu'elle ouvre la bouche, ses phrases sont courtes, hachées, confuses. Elle mentionne des fragments de souvenirs, des trajets de nuit en voiture, des chambres sombres, des visages qu'elle ne peut décrire précisément. Elle dit avoir vécu sous un autre nom pendant des années. Elle dit avoir travaillé dans des endroits qu'elle ne parvient pas à situer géographiquement. Elle dit avoir été déplacée plusieurs fois, sans comprendre pourquoi. Ses souvenirs sont flous, contradictoires, partiels. Les médecins expliquent à la famille que Virginie souffre probablement de troubles dissociatifs liés à un traumatisme prolongé. Sa mémoire est fragmentée. Elle ne peut reconstituer clairement ce qui s'est passé entre 1975 et 1995. Les gendarmes de Clermont-Ferrand transmettent le dossier à leurs collègues de Metz. L'enquête est immédiatement rouverte. Les enquêteurs de 1975, pour la plupart retraités, sont contactés. Certains acceptent de collaborer. D'autres sont décédés. De nouveaux enquêteurs prennent le relais. Ils commencent par interroger Virginie à l'hôpital en présence d'un psychologue. Les entretiens sont longs, éprouvants, souvent infructueux. Virginie peine à répondre aux questions. Elle confond les dates, les lieux, les événements. Elle dit ne pas se souvenir du 8 octobre 1975. Elle ne sait pas comment elle a quitté Metz. Elle ne sait pas qui l'a emmenée. Elle ne sait pas où elle est allée. Pourtant, au fil des jours, quelques éléments émergent. Virginie mentionne une ferme isolée, quelque part dans le centre de la France. Elle dit y avoir passé plusieurs années. Elle décrit une grande bâtisse en pierre, entourée de champs. Elle parle d'un homme plus âgé, au visage sévère, qui lui donnait des ordres. Elle ne connaît pas son nom. Elle ne se souvient pas de détails précis sur son apparence. Elle dit qu'il y avait d'autres personnes dans cette ferme, mais elle ne peut les identifier clairement. Elle dit avoir été contrainte de travailler, de nettoyer, de cuisiner. Elle dit ne jamais avoir été autorisée à partir seule. Les enquêteurs notent ces déclarations avec prudence. Ils savent que les souvenirs traumatiques peuvent être déformés, reconstruits, partiellement inventés par le cerveau pour combler les vides. Ils ne peuvent se fier aveuglément aux paroles de Virginie. Ils doivent vérifier chaque information, croiser les témoignages, rechercher des preuves matérielles. Mais comment vérifier des souvenirs vieux de 20 ans? Comment retrouver une ferme dont Virginie ne connaît ni l'adresse, ni le département, ni même la région exacte? Comment identifier un homme dont elle ne se souvient que vaguement? L'enquête s'annonce extrêmement complexe. Les gendarmes interrogent également les personnes qui ont croisé Virginie récemment à Clermont-Ferrand. Certains habitants du quartier où elle errait se souviennent l'avoir vue plusieurs fois dans les jours précédents. Elle semblait perdue, désorientée. Elle ne parlait à personne. Elle ne mendiait pas. Elle marchait sans but apparent. Un commerçant dit lui avoir offert un sandwich qu'elle a accepté sans un mot. Une voisine affirme l'avoir aperçue assise sur un banc public, fixant le vide pendant des heures. Personne ne sait depuis combien de temps elle se trouvait à Clermont-Ferrand. Personne ne l'a vue arriver. Les enquêteurs tentent de reconstituer le parcours de Virginie avant son arrivée à Clermont-Ferrand. Ils vérifient les registres des gares, des hôtels, des centres d'hébergement. Ils ne trouvent aucune trace. Virginie n'a utilisé aucun moyen de transport officiel. Elle n'a séjourné dans aucun établissement. Elle a probablement marché, dormi dehors, survécu comme elle le pouvait. Mais d'où venait-elle? Comment est-elle arrivée jusqu'à Clermont-Ferrand? Les enquêteurs n'ont aucune réponse. Virginie elle-même ne peut les aider. Elle dit être partie de quelque part, mais elle ne sait plus d'où. Elle dit avoir marché longtemps, mais elle ne sait pas combien de jours. Ses souvenirs sont trop flous. Les médecins poursuivent leur travail. Ils effectuent des examens complémentaires. Analyse sanguine, scanner cérébral, évaluation psychiatrique.
Il cherche des traces de malnutrition, de mauvais traitements, de violences physiques. Virginie présente des signes de carences alimentaires anciennes. Elle a des cicatrices sur les bras et les jambes, dont certaines semblent dater de plusieurs années. Aucune trace de violence sexuelle récente n'est détectée, mais les médecins précisent que cela ne permet pas d'exclure des abus dans le passé. Virginie est physiquement affaiblie, mais elle n'est pas en danger immédiat. Son état psychologique, en revanche, est préoccupant. Elle montre des signes de dissociation, d'anxiété chronique, de détachement émotionnel. Les semaines passent. Virginie reste hospitalisée à Clermont-Ferrand. Progressivement, elle commence à parler davantage. Les séances avec le psychologue deviennent plus productives. Elle mentionne de nouveaux fragments de souvenirs. Elle dit se rappeler avoir été déplacée au moins 3 fois durant les 20 années écoulées. Elle parle d'une première période passée dans une cave, puis d'un transfert vers la ferme qu'elle a déjà évoqué, puis d'un autre déplacement vers un endroit qu'elle ne parvient pas à décrire clairement. Elle dit avoir vécu sous différents noms. Elle dit qu'on lui interdisait de parler de son passé. Elle dit qu'on la menaçait si elle tentait de s'échapper. Les enquêteurs enregistrent chaque détail. Ils tentent de localiser les lieux mentionnés par Virginie. Ils interrogent les services de police de plusieurs départements du centre de la France. Ils recherchent des signalements de disparitions similaires, des affaires de séquestration, des plaintes pour maltraitance. Ils consultent les archives des années 1975 à 1995. Ils trouvent plusieurs affaires troublantes, mais aucune ne correspond exactement au récit de Virginie. Les enquêteurs élargissent leurs recherches. Ils contactent des associations spécialisées dans les victimes de traite, de séquestration, d'exploitation. Ils espèrent trouver des cas similaires, des témoignages concordants. Mais rien ne permet de confirmer les déclarations de Virginie. Catherine et Daniel restent au chevet de leur fille. Ils louent une chambre d'hôtel près de l'hôpital. Ils viennent chaque jour. Ils tentent de renouer le contact avec Virginie. Mais c'est difficile. Virginie ne reconnaît pas vraiment sa famille. Elle sait intellectuellement que ce sont ses parents, son frère, mais elle ne ressent aucun lien affectif. 20 ans d'absence ont creusé un fossé immense. Catherine essaie de lui rappeler des souvenirs d'enfance, des moments heureux, des détails du quotidien. Virginie écoute poliment, mais elle ne réagit pas. Elle ne se souvient de rien, ou peut-être préfère-t-elle ne pas se souvenir. Stéphane, le frère cadet, observe la scène avec tristesse. Il avait 17 ans lorsque Virginie a disparu. Aujourd'hui, il en a 37. Il a vécu la moitié de sa vie sans sa sœur. Il ne la connaît pas vraiment. Il ne sait pas qui elle est devenue. Il voit une femme marquée par la souffrance, éteinte, presque absente. Ce n'est plus la sœur qu'il a connue brièvement dans son enfance. C'est une étrangère. Stéphane ne sait pas comment se comporter. Il reste en retrait, observant ses parents tenter désespérément de reconstruire un lien qui n'existe plus. Fin mai 1995, les médecins estiment que Virginie peut quitter l'hôpital. Elle n'est plus en danger immédiat. Son état physique s'est stabilisé. Son état psychologique reste fragile, mais elle peut poursuivre son suivi en ambulatoire. Catherine et Daniel proposent de ramener Virginie à Metz. Ils veulent la réintégrer dans la famille, lui offrir un foyer. Mais Virginie refuse. Elle dit ne pas vouloir retourner à Metz. Elle dit ne pas se sentir chez elle là-bas. Elle dit préférer rester à Clermont-Ferrand, où elle s'est réfugiée. Les médecins respectent son choix. Ils organisent son accueil dans un foyer spécialisé pour personnes en difficulté psychologique. Les enquêteurs, de leur côté, continuent leurs recherches. Ils ne peuvent se permettre de laisser cette affaire non résolue. Virginie a été séquestrée pendant 20 ans. Des personnes sont responsables de ce crime. Ces personnes doivent être retrouvées et jugées. Les gendarmes multiplient les auditions. Ils questionnent d'anciens habitants du quartier Sablon à Metz. Ils recherchent des témoignages oubliés, des détails négligés en 1975. Ils relisent les procès-verbaux d'époque. Ils notent des incohérences dans certains témoignages. Ils relancent plusieurs pistes abandonnées à l'époque.
Mais 20 ans plus tard, les souvenirs se sont estompés. Les témoins sont morts, déménagés ou ne se rappellent plus rien. Les enquêteurs se concentrent ensuite sur les déclarations de Virginie concernant la ferme. Ils interrogent les services cadastraux de plusieurs départements. Ils recherchent des propriétés isolées correspondant à la description donnée. Grande bâtisse en pierre, entourée de champs, située dans une zone rurale peu habitée. Ils obtiennent des centaines de résultats. Ils ne peuvent pas tous les vérifier sur place. Ils procèdent par élimination. Ils écartent les propriétés habitées par des familles connues, les exploitations agricoles en activité, les lieux trop proches de villages. Ils se concentrent sur les fermes abandonnées ou isolées. Mais cela représente encore des dizaines de sites potentiels. Les gendarmes organisent des visites sur certains sites. Ils inspectent les bâtiments, interrogent les voisins lorsqu'il y en a, vérifient les registres de propriété. Ils ne trouvent rien de concluant. Aucune trace de séquestration, aucun témoignage concordant, aucun élément matériel prouvant la présence de Virginie. Les enquêteurs commencent à douter. Peut-être Virginie a-t-elle reconstruit des souvenirs inexacts. Peut-être ces déclarations sont-elles le fruit de son traumatisme, de sa confusion mentale. Peut-être la ferme n'existe-t-elle pas telle qu'elle l'a décrit. Les gendarmes ne peuvent pas abandonner, mais ils avancent à tâtons, sans certitude, sans preuve tangible. En parallèle, les enquêteurs tentent d'identifier l'homme mentionné par Virginie. Ils recherchent des individus ayant un casier judiciaire pour séquestration, enlèvement, maltraitance. Ils consultent les fichiers de la gendarmerie et de la police nationale. Ils trouvent plusieurs suspects potentiels. Ils convoquent certains d'entre eux pour audition. Ils confrontent leurs déclarations avec celles de Virginie. Aucun ne correspond parfaitement. Certains ont des alibis solides. D'autres vivent à l'étranger depuis des années. D'autres encore sont décédés. Les enquêteurs ne parviennent pas à identifier formellement le ravisseur. Virginie elle-même, lorsqu'on lui présente des photos, ne reconnaît personne avec certitude. Elle dit que les visages lui semblent familiers, mais elle ne peut affirmer qu'il s'agit bien de ses agresseurs. En juin 1995, un élément nouveau apparaît. Un témoin se manifeste spontanément auprès des gendarmes de Metz. Il s'agit d'un ancien chauffeur routier, aujourd'hui retraité, nommé Alain Bernard. Il affirme avoir lu l'affaire dans les journaux et se souvenir d'un événement étrange survenu en octobre 1975. Ce jour-là, il circulait sur une route départementale près de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Il avait remarqué une voiture arrêtée sur le bas-côté, une Peugeot 504 grise. Un homme d'une cinquantaine d'années se tenait près du coffre ouvert. Alain Bernard avait ralenti, pensant que le conducteur avait un problème mécanique. Mais l'homme lui avait fait signe de poursuivre sa route, d'un geste brusque, presque agressif. Alain Bernard avait trouvé cela suspect, mais il n'avait pas insisté. Ce qui l'avait marqué, c'était la présence d'une jeune femme assise à l'arrière de la voiture. Elle regardait droit devant elle, immobile, le visage figé. Alain Bernard avait eu l'impression qu'elle ne bougeait pas volontairement, qu'elle était sous contrainte. Mais il n'en avait pas été certain. Il avait poursuivi sa route. À l'époque, il n'avait pas signalé cet événement. Il pensait s'être trompé, mais en lisant l'affaire Virginie Legrand, il s'était souvenu de cette scène. Il ne pouvait affirmer que la jeune femme était Virginie, mais la description correspondait. Cheveux bruns, visage mince, âge approximatif. Il avait donc décidé de témoigner 20 ans plus tard. Les gendarmes prennent ce témoignage très au sérieux. Ils interrogent longuement Alain Bernard. Ils lui demandent de décrire précisément la voiture, l'homme, la jeune femme, le lieu exact de la scène. Alain Bernard fait de son mieux. Il se souvient de la route, de l'heure approximative, de la couleur de la voiture. Il décrit l'homme comme corpulent, chauve, portant une veste sombre. Il ne peut donner plus de détails. Les gendarmes vérifient ses déclarations. Ils consultent les archives routières de 1975.
Ils recherchent les immatriculations de Peugeot 504 grises enregistrées dans la région à cette époque. Ils obtiennent une liste de plusieurs dizaines de véhicules. Les enquêteurs commencent à vérifier chaque propriétaire. Certains sont décédés. D'autres ont vendu leur voiture depuis longtemps. D'autres encore vivent désormais loin de la région. Les gendarmes concentrent leurs efforts sur les propriétaires résidant dans le Puy-de-Dôme ou les départements limitrophes en 1975. Ils interrogent plusieurs personnes. Aucune ne correspond au profil décrit par Alain Bernard. Les vérifications prennent des semaines. Les gendarmes doivent retrouver des documents vieux de 20 ans, contacter des administrations, consulter des registres poussiéreux. C'est un travail fastidieux, ingrat, souvent vain. Mais ils n'abandonnent pas. Fin juillet 1995, une piste se dessine. Les gendarmes identifient un certain Marcel Michel, ancien propriétaire d'une Peugeot 504 grise immatriculée dans le Puy-de-Dôme. Marcel Michel est décédé en 1988. Mais les enquêteurs découvrent qu'il possédait une ferme isolée près de Saint-Gervais d'Auvergne, dans le nord du département. La description de la propriété correspond à celle donnée par Virginie, grande bâtisse en pierre, entourée de champs, située dans une zone rurale peu habitée. Les gendarmes décident de se rendre sur place. La ferme est toujours là, abandonnée depuis la mort de Marcel Michel. Ses héritiers n'en ont rien fait. Elle tombe en ruine. Les gendarmes inspectent les lieux avec minutie. Ils fouillent la maison principale, les dépendances, la grange, la cave. Ils recherchent des traces de présence humaine récente, des objets personnels, des indices matériels. Dans la cave, ils découvrent un matelas défoncé, des couvertures sales, des restes de nourriture séchée. Ils trouvent également des chaînes fixées au mur, rouillées mais encore solides. Ces éléments suggèrent qu'une personne a été retenue ici contre son gré. Les gendarmes prélèvent des échantillons pour analyse. Ils photographient chaque détail. Ils interrogent les voisins les plus proches, situés à plusieurs kilomètres. Personne ne se souvient d'avoir vu quoi que ce soit de suspect concernant Marcel Michel. Les analyses des prélèvements prennent plusieurs semaines. Les techniques scientifiques de 1995 sont moins avancées qu'aujourd'hui, mais elles permettent déjà certaines vérifications. Les gendarmes ne trouvent pas d'ADN exploitable sur les couvertures ou le matelas. Trop de temps a passé. Les matériaux sont dégradés. Cependant, ils découvrent dans un coin de la cave un objet qui attire leur attention. Un petit pendentif en forme de cœur, en argent terni. Catherine Legrand, interrogée à ce sujet, affirme reconnaître ce bijou. Elle dit que Virginie portait un pendentif similaire, offert par sa grand-mère décédée. Virginie le portait souvent. Elle l'avait peut-être le jour de sa disparition. Catherine n'en est pas certaine, mais elle pense que oui. Virginie est contactée. On lui montre une photographie du pendentif. Elle l'observe longuement. Elle dit qu'il lui semble familier. Elle ne peut affirmer qu'il lui appartenait, mais elle ne peut non plus l'exclure. Les gendarmes envoient le pendentif à un laboratoire pour analyse. Ils espèrent trouver des traces d'ADN, des empreintes, quelque chose permettant de confirmer qu'il appartenait bien à Virginie. Les résultats reviennent négatifs. Le pendentif a été manipulé trop souvent, nettoyé, exposé aux intempéries. Aucune preuve formelle ne peut être établie. Mais les gendarmes gardent cet élément en mémoire. Ils renforcent leur conviction que Virginie a bien été retenue dans cette ferme. Les enquêteurs recherchent ensuite des informations sur Marcel Michel. Ils interrogent sa famille, ses anciens voisins, ses connaissances. Ils découvrent qu'il était un homme solitaire, méfiant, peu bavard. Il exploitait seul sa ferme. Il ne se mêlait pas aux activités du village. Il ne fréquentait personne. Certains voisins le décrivaient comme désagréable, d'autres comme simplement discret. Personne ne se souvient l'avoir vu avec une jeune femme. Personne ne se souvient d'avoir entendu des cris, des appels à l'aide, quoi que ce soit d'inhabituel. La ferme était trop isolée. Marcel Michel pouvait y faire ce qu'il voulait sans être inquiété. Les gendarmes tentent de reconstituer le parcours de Virginie entre 1975 et 1995.
Si elle a été retenue dans la ferme de Marcel Michel, combien de temps y est-elle restée? Et qu'est-il arrivé après la mort de Marcel Michel en 1988? Virginie mentionne avoir été déplacée plusieurs fois. Qui l'a déplacée? Marcel Michel avait-il des complices? Les enquêteurs fouillent les archives, les registres téléphoniques, les relevés bancaires de Marcel Michel. Ils ne trouvent rien de suspect. Aucun contact régulier avec une autre personne. Aucune transaction financière inhabituelle. Marcel Michel semblait vivre seul, sans réseau, sans complice apparent. Les gendarmes explorent alors une autre hypothèse. Peut-être Virginie s'est-elle échappée de la ferme après la mort de Marcel Michel. Peut-être a-t-elle erré pendant des années, incapable de retrouver son chemin, perdue dans ses souvenirs fragmentés. Peut-être a-t-elle survécu comme elle le pouvait, se cachant, évitant les autorités par peur ou confusion. Cette hypothèse expliquerait pourquoi personne ne l'a retrouvée entre 1988 et 1995. Mais elle soulève d'autres questions. Comment Virginie aurait-elle survécu pendant 7 ans sans aide, sans ressources, sans papier? Les gendarmes n'ont pas de réponse définitive. Ils ne peuvent que formuler des hypothèses. Virginie, interrogée sur cette période, reste floue. Elle dit se souvenir d'avoir quitté la ferme, mais elle ne sait pas exactement quand. Elle dit avoir marché longtemps, dormi dans des granges, des abris de fortune. Elle dit avoir évité les gens, par peur d'être ramenée à la ferme. Elle dit avoir perdu la notion du temps. Les jours, les mois, les années se sont confondus. Elle ne sait plus. Elle ne veut plus se souvenir. Les médecins expliquent que son traumatisme est si profond qu'il a altéré sa perception du temps et de la réalité. Virginie a développé des mécanismes de défense psychologique pour supporter l'insupportable. Sa mémoire s'est fragmentée pour la protéger. En septembre 1995, les gendarmes décident de clore l'enquête active. Ils n'ont pas réussi à identifier formellement tous les responsables de la séquestration de Virginie. Marcel Michel est mort. S'il avait des complices, ils sont restés introuvables. Les preuves matérielles sont insuffisantes pour lancer des poursuites judiciaires contre qui que ce soit. Le procureur de la République estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour ouvrir une instruction formelle. L'affaire est classée une seconde fois. Mais cette fois, au moins, la famille Legrand sait que Virginie est vivante. Ils savent qu'elle a survécu à 20 ans d'horreur. C'est peu, mais c'est quelque chose. Virginie reste à Clermont-Ferrand. Elle ne retourne jamais à Metz. Elle vit dans un foyer spécialisé, puis dans un petit appartement social. Elle bénéficie d'un suivi psychologique régulier. Elle ne travaille pas. Elle ne peut pas. Elle passe ses journées à marcher dans la ville, à s'asseoir dans les parcs, à observer les gens sans vraiment les voir. Elle ne parle presque jamais de son passé. Elle ne cherche pas à reconstituer ce qui s'est passé. Elle veut seulement survivre, un jour après l'autre. Catherine et Daniel lui rendent visite régulièrement. Ils tentent de maintenir un lien, mais c'est difficile. Virginie est ailleurs. Elle ne vit plus dans le même monde qu'eux. Stéphane, le frère, espace progressivement ses visites. Il ne sait plus quoi dire à sa sœur. Il ne la reconnaît pas. Il préfère se concentrer sur sa propre famille, sur sa vie. Il porte en lui la tristesse de cette histoire, mais il ne peut pas la laisser le détruire. Catherine et Daniel vieillissent. Leur santé se détériore. Daniel décède en 2003 d'une crise cardiaque. Catherine meurt en 2007 d'un cancer. Virginie assiste aux funérailles, silencieuse, impassible. Elle ne pleure pas. Elle ne montre aucune émotion. Les médecins disent que c'est normal. Son traumatisme l'a coupée de ses émotions. Aujourd'hui, Virginie vit toujours à Clermont-Ferrand. Elle a plus de 70 ans. Elle ne sort presque plus de chez elle. Elle reçoit parfois la visite de Stéphane, qui a maintenant plus de 60 ans lui-même. Ils s'assoient ensemble en silence. Ils ne parlent pas du passé. Ils ne parlent presque pas du tout. Stéphane apporte des courses, vérifie que sa sœur va bien, puis repart. C'est tout ce qu'il peut faire. Virginie n'a jamais retrouvé sa vie d'avant. Elle ne la retrouvera jamais.
Les 20 années perdues ont détruit quelque chose en elle, quelque chose qui ne se répare pas. Les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire en 1995 sont maintenant retraités. Certains sont morts. D'autres ont oublié les détails. L'affaire Virginie Legrand reste un mystère partiellement irrésolu. On sait qu'elle a été séquestrée. On sait qu'elle a survécu. On pense que Marcel Michel était responsable, au moins en partie. Mais on ne sait pas tout. On ne saura jamais tout. Les zones d'ombre restent nombreuses. Les questions sans réponse hantent encore ceux qui se souviennent de cette histoire. Comment une jeune femme peut-elle disparaître en plein jour, dans une ville, sans que personne ne remarque rien? Comment peut-elle être retenue pendant 20 ans sans que personne ne la retrouve? Comment peut-elle survivre à un tel traumatisme? Ces questions n'ont pas de réponse simple. L'affaire Virginie Legrand illustre les limites des enquêtes, les failles du système, la fragilité de la mémoire humaine. Elle illustre aussi la résilience extraordinaire de certaines victimes, capables de survivre à l'insupportable. Mais elle illustre surtout l'horreur que peuvent subir des personnes ordinaires, dans des circonstances exceptionnelles, sans que le monde autour d'elle ne s'en aperçoive. Virginie Legrand a vécu un cauchemar pendant 20 ans. Elle en porte les cicatrices jusqu'à aujourd'hui, et personne, jamais, ne pourra effacer ce qui s'est passé. L'affaire Virginie Legrand reste l'une des disparitions les plus troublantes de l'histoire criminelle française. Une jeune femme disparaît en 1975, dans des circonstances inexpliquées. Elle réapparaît 20 ans plus tard, vivante mais brisée. L'enquête révèle une séquestration probable, une souffrance indicible, une vie entière volée. Mais elle ne révèle pas tous les coupables, elle ne révèle pas tous les lieux, elle ne révèle pas toute la vérité. Les zones d'ombre persistent. Les questions restent. Et Virginie, elle, continue de vivre avec le poids de ses 20 années perdues, incapable de se souvenir, incapable d'oublier. Cette histoire nous rappelle que certaines disparitions ne se terminent jamais vraiment, même lorsque la personne réapparaît, même lorsque l'enquête aboutit partiellement, le traumatisme demeure. La vie d'avant ne revient jamais. Les proches doivent apprendre à vivre avec une absence devenue présence, avec une personne revenue mais transformée, avec des souvenirs qui ne se raccordent plus. Virginie Legrand n'est jamais vraiment revenue de sa disparition. Elle est restée prisonnière de ses 20 années, même après sa libération. Et personne, ni sa famille, ni les enquêteurs, ni les médecins, ne peut la ramener à ce qu'elle était avant le 8 octobre 1975. Si cette histoire vous a touché, si vous souhaitez soutenir ce travail de recherche et de narration sur les affaires criminelles françaises, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette affaire. Partagez cette vidéo autour de vous. Et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque disparition, il y a une personne réelle, une famille détruite, une vie brisée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle affaire.